Bonjour, je me présente Thomas Prest, je suis en thèse à l'ENS et à Thales. Mon directeur de thèse est Vadim Lubachevski et c'est également un des co-auteurs de l'article que je vais vous présenter avec Léo Ducas. Il s'agit de chiffrement basé sur l'identité à l'aide de réseaux N-True. Tout d'abord, je vais vous présenter l'idée de ce schéma d'IBE. L'idée générale à très haut niveau n'est pas de nous puisqu'elle a été développée par Gentry, Peikert et Vaikatunaten en 2008, mais je pense que nous sommes les premiers à réaliser une instantiation concrète avec fixage des paramètres de sécurité. Ensuite, je vais vous parler du Gaussian sampling et de la KL divergence. Comme Jean-Christophe l'avait mentionné, le Gaussian sampling est une autre des contre-mesures efficaces possibles pour combler la fuite d'informations qu'il y avait dans N-TrueSign. Donc rappelez-vous avec le parallélépipède secret qui fuitait quand on faisait des signatures. Donc le Gaussian sampling est un algorithme qui permet d'éviter ça, et donc on a travaillé à essayer de l'améliorer. Et enfin, une petite conclusion avec donc les paramètres concrets que nous avons. Tout d'abord, je vais vous présenter, je vais rappeler rapidement ce qu'est l'IBE. En temps normal, quand on dispose d'une infrastructure à clé publique, qu'on appellera PKI, sans chiffrement basé sur l'identité, alors quand Alice veut recevoir un message de Bob, elle est obligée, avant de lui envoyer sa clé, de la faire signer par une autorité, parce que sinon il pourrait y avoir une attaque man in the middle. Et ensuite, uniquement à partir de là, Bob peut renvoyer un message chiffré à Alice. Alors que dans le chiffrement basé sur l'identité, Alice n'a rien à faire, parce que sa clé publique, c'est son identité. Bob a juste à utiliser son identité comme une clé pour lui envoyer un message, et Alice le déchiffrera avec une clé qui lui est envoyée par l'autorité Carole. Et d'ailleurs, il faut remarquer qu'Alice n'a même pas besoin d'attendre d'avoir sa clé privée avant de commencer à recevoir des messages. Une propriété intéressante de l'IBE qu'on a décidé d'implémenter, c'est qu'il s'agit en même temps d'un schéma de signature, c'est-à-dire on a un schéma de signature où Carole peut signer un message B pour Alice, et ça se transforme de manière assez naturelle, ce qui est loin d'être le cas pour ce qui n'est pas le cas en général pour un schéma de signature. On ne peut pas le transformer en IBE, mais donc il peut se transformer en IBE. Cette fois, la clé secrète d'Alice, ça sera la signature de son identité. Et donc on va voir un peu plus en détail comment ça marche. Un petit rappel sur le code couleur qui est quasiment le même que pour Jean-Christophe. Chaque fois que vous verrez une matrice ou un vecteur couleur corail, ça veut dire que c'est un vecteur ou une matrice avec une norme 2 élevée. Et donc en général, un mauvais vecteur ou une mauvaise matrice, dans le sens que ça ne nous permet pas de faire les opérations qu'on veut faire sur les réseaux. Et chaque fois qu'on aura une matrice ou un vecteur couleur turquoise, c'est une bonne base, parce que ça va être des vecteurs courts et ça va nous permettre de résoudre le problème CVP, SVP, etc. Keygen, la clé publique c'est une mauvaise base, la clé secrète c'est une bonne base. Et pour signer un message M, on fait simplement un HNSign, on map T dans QZ puissance n, et ensuite on signe en trouvant un point S1, S2, un vecteur S1, S2 tel que le vecteur T0 moins S1, S2 va appartenir au réseau lambda H orthogonal. Et donc après, pour vérifier, il suffit juste de vérifier d'une part que S1, S2 est petit, et d'autre part que T0 moins S1, S2 appartient bien au réseau. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est approximativement résoudre le problème CVP, qui est un problème dur sur les réseaux.
Donc l'extraction de clés secrètes est quasiment exactement la même. Donc on a encore une fois, cette fois la master public key qui est une mauvaise base, la master secret key qui est une bonne base. Et pour extraire, eh ben, on mappe l'identité dans l'espace QZ puissant Z, indice Q puissance n. Et ensuite on résout le problème CVP. Donc on est passé de la signature qui était égale à un petit vecteur S1, S2 à SKID, la clé secrète, qui est moins S2, 1. Et à présent, on va voir pourquoi justement c'est une clé secrète et qu'est-ce que cette clé permet de faire. Donc à chaque utilisateur ID, on associe le réseau lambda HT qui est généré par, donc il y a une petite coquille parce que c'est pas SKID, c'est PKID, qui est donc le vecteur formé de H et T. Et donc c'est un réseau idéal, donc c'est un peu l'analogue des codes cycliques, c'est-à-dire dans le sens où quand on a un vecteur qui appartient à ce réseau, et ben toutes les rotations entre guillemets de ce vecteur appartiennent au réseau. Et donc ici HT génère ce réseau et moins S2, 1, contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, ça va pas être en tant que clé secrète, ça va pas être un petit vecteur de ce réseau, mais ça va être un vecteur qui est presque orthogonal au vecteur de la base donc HT. Et on va voir pourquoi ça nous sert, comment on s'en sert pour faire du chiffrement et du déchiffrement. Donc pour chiffrer un message, le chiffré, ça va être simplement la somme de 3 vecteurs. Donc le premier vecteur, c'est un vecteur du réseau. On va ajouter ensuite une petite perturbation. Et on va ajouter le message, qui sera donc sous la forme d'un message binaire multiplié par Q sur 2. Et ensuite, pour la décryption, on va multiplier. Donc, je vais un peu simplifier, puisque ce n'est pas exactement ce que j'ai écrit, c'est un peu plus compliqué. On va faire le produit scalaire du chiffré avec le vecteur moins S2, 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comme je l'ai dit en haut, quand on va effectuer le produit scalaire avec HT, ça va être presque orthogonal, donc ça va presque faire 0, ça va en tout cas donner quelque chose de petit. Dans le deuxième cas, on multiplie la perturbation qui a une faible norme L2 avec la clé secrète qui a une faible norme L2, et ben ça nous donne un petit scalaire. Et à la fin, on va se retrouver avec Q sur 2 fois le bit B. Donc on va se retrouver avec Q sur 2 fois le bit B plus des perturbations. Les perturbations vont être très faibles. Donc on va soit avoir quelque chose qui est très proche de 0, et on sait dans ce cas qu'il faut déchiffrer à 0, soit quelque chose qui est très proche de Q sur 2, et dans ce cas il faut décrypter à 1. Il me reste combien de temps ? Okay. Donc à présent, la deuxième partie va être un peu plus technique, parce qu'effectivement, il y a quelque chose que j'ai un peu passé sous le tapis dans la partie 1, c'est comment est-ce qu'on sample des clés. Parce qu'effectivement, comme Jean-Christophe l'avait expliqué, donc au moment de la signature, ou de manière équivalente de l'extraction de clés, puisqu'il s'agit quasiment de la même chose, donc si on fait la même chose qu'nTrueSign, nTrueSign, à chaque fois, il y a une seule signature possible. On forme un parallélépipède autour du point qu'on veut signer, et la signature sera la différence des deux. Donc, évidemment, ça leak la base, et du coup, ça fait fuiter la clé secrète, et par conséquent, on peut la retrouver, et les contre-mesures heuristiques sont inefficaces. Donc, la solution qu'on va faire, c'est randomiser la signature et faire en sorte qu'il existe plusieurs signatures possibles pour un message. Donc ici, on a HM et on va former une gaussienne autour de HM, et chaque point du réseau pourrait être une signature avec une probabilité proportionnelle à la valeur de la gaussienne en ce point. Donc ça, c'est exprimé par les différentes nuances de rouge. Donc ici, un certain nombre de signatures possibles, on voit que celles qui sont plus proches de HM ont plus de chances d'être choisies.
mais les autres ont aussi une chance d'être choisis. Et donc en pratique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la distribution des signatures ne va plus du tout être un parallélépipède, mais ça va être une gaussienne. Et il est même prouvé dans donc, le papier fondateur de Gentry, Peikert et Weikert-Jonathan qu'il n'y a pas de fuite d'informations. Donc une de nos contributions, ça a été de nous demander dans quel réseau il valait mieux effectuer toutes ces opérations. Donc notre but, c'était de minimiser la taille des clés secrètes, notamment parce que ça permettait des clés secrètes utilisateurs, notamment puisque minimiser cette taille de clé permet d'augmenter la sécurité du réseau, donc en plus de gagner en place. La taille des clés secrètes qui sont extraites, elle est proportionnelle à cet élément que j'ai noté, norme de B orthogonal tilde. Donc en fait, cette valeur, c'est simplement donc, quand on considère la base B orthogonale et qu'on l'orthogonalise avec le procédé de Gram-Schmidt, donc tous les vecteurs qui à la base sont B1, Bn, Bm, ça va devenir B1 tilde jusqu'à Bm tilde. Et on prend le maximum des normes et ça va nous donner l'efficacité. Ça va nous donner l'efficacité de GPV. Plus ça va être petit, plus on va avoir des clés petites. C'est ce qu'on souhaite. On a décidé d'utiliser les réseaux n-true parce qu'en effet, pour un certain choix de paramètres, il nous permettait d'obtenir une norme qui était inférieure ou égale à 1,2 racine de Q, sachant que la borne théorique pour l'instanciation de cet IBE, c'est racine de Q. Donc on est à peine 1,2 au-dessus de 1,2 au-dessus de racine de Q. Donc ça c'est quelque chose qui est illustré par ce dessin. Donc on a la courbe avec un trait qui représente tous les vecteurs non orthogonalisés de la base et la courbe avec des points qui représentent les vecteurs orthogonalisés. Et donc là, on voit bien qu'on se situe juste au-dessus, à peine 1,2 au-dessus de racine de Q, la borne théorique. Ensuite, la quelle-divergence. Donc ça, c'est un outil qu'on a utilisé pour améliorer l'efficacité du Gaussian sampling. Donc en fait, l'idée, c'était, en général, donc l'algorithme GPV, donc, que je n'ai pas décrit ici, mais c'est pas forcément très important. Donc c'est un algorithme qui simule une gaussienne sur les réseaux, mais il ne le fait pas exactement, puisque c'est un algorithme. Et donc, on cherche à mesurer la différence entre la sortie de cet algorithme et la sortie d'une vraie gaussienne. Donc normalement, on utilise la distance statistique. Et on dit si la distance statistique est inférieure à 2 moins lambda, on a lambda bit de sécurité. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au lieu d'utiliser la distance statistique, on pouvait utiliser une autre métrique qui est la quelle-divergence. Et d'ailleurs, la quelle-divergence s'applique à notre cas, mais peut-être qu'elle peut s'appliquer à d'autres cryptosystèmes. Donc la quelle-divergence, c'est une métrique qui a été développée par Kullback-Leibler quand ils étaient analystes à la NSA dans les années 50. Et je vous donne la définition qui n'est pas forcément très importante, puisque ce qui est important, c'est les propriétés de la divergence de Kullback-Leibler. Donc les propriétés, c'est on peut la considérer comme une métrique qui quantifie la difficulté à distinguer P de Q. Donc P et Q, ça va être les deux distributions. En général, P, c'est notre distribution idéale qu'on souhaite avoir. Et Q, c'est une approximation de P. C'est ce qui est obtenu par un modèle, par un algorithme. Et plus la divergence va être petite, plus ça va être dur de distinguer les deux. Et en ce sens, elle est souvent plus pertinente que la distance statistique. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Si on considère les distributions de Bernoulli, donc B0 qui vaut tout le temps 0 et B delta qui vaut 1 avec probabilité delta et 0 avec probabilité 1 moins delta, il va falloir grand taux de 1 sur delta échantillon pour les distinguer.
Alors que pour distinguer B1,5 et B1,5 plus delta, il va falloir grand O de 1 sur delta carré échantillon. Or, les comportements de la distance statistique et de la quelle-divergence sont différents. Bon, dans le premier cas, ils sont à peu près fidèles puisqu'ils sont à peu près égaux à delta. Mais dans le deuxième cas, la quelle-divergence est bien plus petite que la distance statistique. Et elle modélise mieux le fait qu'il est difficile de différencier ces deux distributions. Donc, l'exemple que je vous ai montré n'est pas un cas particulier, puisque par exemple, dans le cas des distributions à erreur relative bornée, et je prends cet exemple de cette famille de distributions, puisque c'est celle-là qu'on a utilisée dans notre article. Donc si l'erreur relative de Q par rapport à P est bornée, c'est-à-dire pour tout I dans le support de P et Q, probabilité P de I moins Q de I est inférieur ou égal en valeur absolue à delta P de I, alors la différence statistique elle va être inférieure ou égale à delta, mais la quelle-divergence va être inférieure ou égale à 2 delta carré. Donc la quelle-divergence va être bien plus faible. Et en pratique, ça veut dire que deux distributions qui ont une distance statistique de delta, avec un delta qui est bien supérieur à 2 puissance moins 80, par exemple, on pourrait se dire elles sont différenciables, alors que la quelle-divergence nous dirait non, elles ne sont pas différenciables. Et ensuite, un autre lemme qui exprime le comportement d'un algorithme qui fait des requêtes à un oracle idéal ou simulé. Donc on a d'une part EP qui effectue des requêtes à l'oracle idéal P, et d'autre part EQ qui effectue des requêtes à un oracle simulé Q. Donc ce que ce théorème dit, c'est que la différence de comportement des deux va être bornée par 1/2 de racine carrée de Q sigma, delta, où delta c'est la quelle-divergence entre les deux distributions. Donc dans notre cas, pourquoi ça nous a été utile? Donc on a étudié l'algorithme, l'algorithme GPV qui effectue le Gaussian sampling, et on s'est rendu compte que quand il avait une distance statistique par rapport à quand la sortie de l'algorithme avait une distance statistique de sigma par rapport à la distribution qu'on attendait, en fait il y a une quelle-divergence de sigma carré par rapport à la distance qu'on attendait. Et du coup, ça nous permet de relaxer ces paramètres. Et donc en pratique, ça nous permet de sampler des gaussiennes plus petites. Donc avec la distance statistique, on est obligé de sampler des gaussiennes avec un facteur racine de 2 plus grande qu'avec la quelle-divergence. Et donc ça nous a permis de diminuer la taille des clés d'un facteur racine de 2. Donc en conclusion, on a également, on a implémenté ce schéma, et on a eu la bonne surprise de voir que si l'extraction est d'une vitesse modérée, le chiffrement et le déchiffrement, en pratique, il s'agit uniquement de multiplication de polynômes, genre multiplication d'un ou deux polynômes. Et par conséquent, c'est très rapide. Et quant aux tailles de clés publiques et secrètes, elles restent raisonnables et tout à fait utilisables dans un contexte, sur Internet déjà, et peut-être utilisables en embarqué. Donc ça, ce sont des performances en software. Donc ce qu'on a fait, c'est instancier en pratique GPV en faisant l'étude de sécurité, choisir le réseau qu'il fallait. Donc on a déterminé des réseaux qui étaient quasiment optimaux pour ce framework, et on a pu diminuer la taille de clé d'une taille racine de 2 avec la quelle-divergence. Et donc à présent, ce qu'il nous faut faire, c'est étudier le schéma de signature sous-jacent, puisque j'en ai parlé pendant cette présentation, mais on l'a pas étudié pour l'instant. Étendre l'usage de la quelle-divergence, soit à d'autres algorithmes sur les réseaux ou même en dehors des réseaux.
et améliorer le Gaussian sampling, donc, qui est en général une opération assez coûteuse en temps, en mémoire, en précision. Ça dépend, il existe plusieurs variantes qui soit prennent plus de temps, plus de mémoire, et donc essayer de l'améliorer. Donc merci.